Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 86e épisode de Finances fondamentales. Cette semaine, je vous fais la synthèse du livre Le Millionnaire de Mark Fisher qui a été écrit en 1997. Avant, mon avertissement hebdomadaire pour m'éviter les poursuites. Donc, les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif et ne constituent pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières après que tu aies écouté ce magnifique épisode. En introduction, Mark Fisher, c'est qui? C'est un auteur québécois qui a écrit plusieurs livres qui touchent l'argent, comme un peu le barbier riche à l'épisode 11 et 12. Ces livres sont sous forme de romans et abordent les aspects financiers. Donc, c'est pas des livres sur les finances comme je présente habituellement, mais c'est vraiment sous forme de romans, ce qui est assez intéressant. Je vous présente aujourd'hui les 5 leçons que je retiens de l'histoire, 5 leçons pour devenir millionnaire. Leçon numéro 1, le travail, c'est pas tout. Donc, dans le premier chapitre, le personnage principal est un peu dans la merde financièrement et il aime pas sa job et il veut devenir riche. Donc, ça va pas super bien. Il décide donc d'aller poser des questions à son oncle qui est riche. Lorsque son neveu lui dit qu'il comprend pas, il travaille fort et il est quand même pauvre, son oncle riche lui demande « Est-ce que tu crois que la personne qui gagne 250 000 $ par année travaille 10 fois plus que toi? » Donc, le neveu, le personnage principal, répond « Non, c'est physiquement impossible. » Donc, l'oncle répond « Alors, il doit se prendre différemment, il doit posséder un secret que toi, tu ignores. » Donc, si le travail est essentiel à la fortune, ça suffit pas de juste travailler fort. 99% des gens se plaignent sans jamais prendre le temps de se questionner à savoir comment améliorer leur destin, sont trop occupés à chialer. L'auteur dit que c'est normal parce que lorsqu'on prend un risque, en fait, on prend un risque en devenant riche parce qu'après ça, on n'a plus d'excuses pour ne plus être heureux parce qu'on a de l'argent. Donc, une fois riche, tu es laissé à toi-même pour tes malheurs. Donc, c'est facile de se plaindre quand on n'est pas riche parce qu'on se dit, si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux. Alors que lorsqu'on a plus d'argent et qu'on n'est pas heureux, là, ça peut devenir très déprimant parce qu'on se dit, finalement, mon malheur réside sur d'autres choses que l'argent, puis c'est peut-être plus difficile à résoudre. Donc, l'oncle dit qu'il y a un piège à la richesse parce que lui a perdu son bonheur parce qu'il s'est trop concentré sur l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? L'oncle lui donne une lettre pour aller voir un vrai millionnaire heureux et lui demander conseil. Donc, leçon numéro 2, avoir une passion payante. Le personnage principal va donc rencontrer le millionnaire dans son château. Ce dernier lui demande s'il aime son travail et le personnage principal répond non. Il dit que c'est un problème parce que la plupart des gens riches font de l'argent parce qu'ils aiment ce qu'ils font et ils font pas ce qu'ils font pour l'argent. Certains sont clairement ambitieux aussi, donc veulent faire de l'argent, mais souvent à la base, c'était pas juste ça. Le millionnaire demande au personnage principal « Si je te donnais 5 millions, est-ce que tu lâcherais ta job? » Et il dit que ceux qui répondent non rapidement, donc ils lâcheraient pas leur job même avec 5 millions, sont habituellement ceux qui en auraient pas besoin, en fait qui n'auraient pas besoin de travailler parce qu'ils ont déjà un bon patrimoine. Les autres qui arrêtaient de travailler à cause qu'ils ont 5 millions en ont habituellement besoin pour survivre. Le millionnaire dit qu'il n'a pas le goût de lui de prendre de vacances, juste des petites journées ici et là pour récupérer, pas des longues vacances comme les gens qui attendent juste les vacances parce qu'ils s'ennuient à leur travail. Lui, il a hâte de se lever le lendemain pour aller travailler. Ici, j'apporte mon bémol, en fait pas mon bémol, je partage son opinion que c'est la même chose pour moi quand j'enseigne à l'université, c'est tellement de passion que j'y pense la veille, j'ai hâte de donner mon cours à mes personnes étudiantes. Même chose quand je dois enregistrer le podcast ou préparer les épisodes. Par contre, le podcast n'est pas une passion payante, là, c'est une passion, on va dire, pour partager à la communauté. Mais ma passion d'enseignement, ça me permet de vivre de ça, même si c'est pas des millions, au moins j'ai hâte de me lever le lendemain pour aller enseigner à mes personnes étudiantes. Le millionnaire dit que si tu es frustré au travail, c'est un signe que tu devrais te trouver un autre travail. Chaque jour qu'on passe dans un travail qu'on n'aime pas, il dit que c'est un jour perdu qu'on va regretter sur notre lit de mort.
Ici, je nuance, par contre, je comprends que c'est peut-être pas possible pour tout le monde de vivre de sa passion ou d'être toujours heureux au travail, mais pour plusieurs, oui, surtout dans un contexte actuel où c'est plus accessible changer d'emploi et garder quand même un bon salaire. Donc, je partage, on va dire, à moitié l'opinion du millionnaire pour ce point-là, de trouver une passion qui est payante. Leçon 3, penser positivement. Donc, avoir des pensées positives, c'est le tremplin vers la richesse selon le millionnaire. Il faut éliminer les pensées négatives et surtout celles qui nous rabaissent nous-mêmes. Il faut voir grand, donc ça donne un lien avec... c'est un lien un peu avec le livre de Luc Poirier que j'ai déjà résumé sur le podcast, parce que le millionnaire pose la question au personnage principal, si tu pouvais avoir un meilleur salaire dans les prochaines années, ça serait quoi? Et le personnage principal répond, ben j'aimerais ça faire au moins 40 000 $. Et le millionnaire lui répond, ben tu sais, pourquoi tu voudrais pas faire plus? Tu sais, je te demande de rêver puis tu vises seulement 40 000 $. Il y a une métaphore un petit peu ici dans le livre. Donc, le millionnaire parle d'un portrait secret. Il dit qu'on a tous un portrait secret qu'on peut pas voir. Donc, ce portrait-là est caché, mais ça nous représente. Et il dit qu'il y a certains d'entre nous qui ont eu la malchance, qu'il y a plusieurs personnes qui ont craché sur ce portrait-là et qui ont défait ce portrait-là qui était en nous rabaissant tout au cours de notre vie et en ne croyant pas en nous. Donc, je dis nous, là, mais moi, ça m'est pas arrivé, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont grandi avec des gens qui ont répété que ce portrait-là, en fait, en rabaissant leur portrait d'eux-mêmes et en leur disant d'oublier leurs rêves ou en diminuant leur confiance en eux-mêmes. Et il y en a d'autres qui ont un beau portrait secret et qui l'entretiennent. Donc, leurs parents leur ont aidé à construire leur estime de soi, qui ont eu des belles expériences personnelles, des belles expériences professionnelles. Donc, c'est sûr que leur portrait à eux est plus beau à l'intérieur d'eux-mêmes. Et en plus, ils continuent de l'entretenir. Mais il y en a d'autres, soit qui ont un beau portrait, mais qui arrêtent de l'entretenir, ou il y en a qui ont un pas beau portrait qui ne l'entretiennent pas du tout, ou il y en a qui ont un pas beau portrait et qui commencent à en prendre soin. Le plus beau dans tout ça, je viens de le dire, là, c'est que peu importe à quoi ressemble votre portrait, vous pouvez toujours le refaire. C'est vous qui tenez le pinceau pour dessiner votre propre portrait. Si vous avez des pensées négatives, que vous êtes toujours occupé à chialer, encore une fois, vous manquez des opportunités qui passent devant vous parce que votre attention est ailleurs. Les opportunités, le millionnaire dit qu'il y en a à chaque jour, il faut juste les saisir. C'est quelque chose que j'ai lu dans 3-4 livres maintenant, puis je choque encore souvent à intégrer ça dans mon quotidien. Donc moi, ça serait d'intégrer de la méditation, mais plutôt de la méditation où je me répète des paroles positives, des objectifs ambitieux, mais j'ai pas encore intégré ça de façon, on va dire, rigoureuse dans mon quotidien depuis ma lecture du livre Atomic Habits à l'épisode 31, donc ça fait un petit bout. J'ai changé beaucoup de choses positivement, mais la méditation, j'ai vraiment de la misère à rentrer ça dans mon horaire. Donc, c'est un objectif à poursuivre d'intégrer la méditation pour me répéter des pensées positives, soit le matin ou le soir, ou les deux. Comme vous le savez, j'utilise l'infolette d'InfoBref depuis près de 2 ans, mais je suis aussi un maniaque des podcasts. Donc, je vais vous dire que je n'étais pas malheureux de découvrir le balado d'InfoBref qui résume chaque matin, en format audio, l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Pour moi, c'est l'idéal afin d'être au fait de l'actualité pendant que je fais mon jogging matinal ou que je fais la vaisselle le soir. Donc, faites comme moi et abonnez-vous au balado d'InfoBref en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Baker's, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Baker's worth it every time. Baker's, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Leçon numéro 4, la règle d'or. Donc, la règle d'or, selon le millionnaire, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas te faire faire. Et l'inverse, positif, est aussi vrai. Donc, faire aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Donc, d'avoir en gros une générosité qui est pure. Ce que tu vas donner de la main droite, l'auteur dit que ça va être 100 fois plus grand quand tu vas le recevoir dans ta main gauche. Mais il ne faut pas juste être généreux en argent, il faut aussi être généreux en temps, en amitié et en écoute. Une des choses que j'ai faites, en fait, avec le nombre de fois que j'ai lu ce genre de conseils-là, d'être généreux dans les différents livres, puis j'en ai parlé un petit peu dans un épisode précédent, je pense, là, mais j'ai commencé à faire du bénévolat avec mes filles à Moisson-Estrie ici depuis décembre 2023. C'est plus en temps qu'en argent parce que je donne quand même les mêmes montants que je donnais avant aux organismes.
mais c'est un pas dans la bonne direction pour moi de commencer à donner du temps, d'amener mes filles à se baigner dans tout ça, et un jour, je vais peut-être commencer à donner ce qui est suggéré, là, 1 à 2% aux œuvres de charité. Donc, je pense que je vais être à 0,5% ou 1%. Là. En ce moment, je devrais donner un petit peu plus que ça dans le futur, je l'espère, même si on dit tout le temps qu'il faudrait commencer tout de suite et non juste planifier ça plus tard. Donc, je ne suis pas parfait non plus. C'est dans mes plans. Leçon 5, je vous livre les autres leçons du livre en rafale. Donc, la première, c'est on est toujours le pauvre de quelqu'un. Donc, l'oncle du personnage principal, quand il se comparait au millionnaire heureux qui était vraiment très riche, il se trouvait plus pauvre. Donc, quand on comprend ça, on dépense moins parce qu'on sait que finalement, il y a toujours quelqu'un qui va en avoir plus que nous. Il dit que la patience est une vertu et on est devenu très impatient de nos jours. Ensuite, de ne pas se fier aux apparences. Donc, dans le livre, quand le personnage principal arrive dans le château, le millionnaire est habillé en jardinier puis il s'occupe de ses fleurs. Donc, il a l'air pauvre, mais c'est le millionnaire. Donc, ça revient un petit peu au livre là, « Les millionnaires ne sont pas ceux qu'on croit » de Nicolas Bérubé. Le montant à atteindre doit être précis et temporellement situé selon le millionnaire. Ça revient un petit peu aux objectifs SMART. Là. Par exemple, je vais avoir un actif net de 300 000 $ avant le 1er janvier 2027. Ou, par exemple, je vais faire de la crise de méditation avant 2027. C'est une blague, là, c'est pas ma force, mais je le fais 3-4 fois. En fait, je le fais 3-4 jours de la méditation, puis je choque tout le temps, là, mais bon, je vous l'ai dit tantôt, c'est dans mes plans. L'autre leçon, c'est malgré qu'il ne faut pas se fier aux apparences, le millionnaire dit qu'il faut jouer le jeu. Donc, il dit de s'acheter des nouveaux souliers et des nouveaux habits parce que dans le monde des affaires et dans le monde en général, les gens vont juger rapidement sur les apparences. Et ça, je trouve ça malheureux. Puis c'est triste à dire, là, mais même si la première impression vient de l'âme, elle vient aussi de votre apparence. Donc, ne pas prendre de chance si vous êtes en affaires, surtout avec les souliers. L'auteur dit que les souliers, c'est super important. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous relate ses propos. Ici, je me positionne là. Est-ce que je déteste cette game-là, moi, de juger sur les apparences? Quand je suis devenu prof, là, ma blonde me dit que je ne pouvais pas m'habiller comme un étudiant. J'ai dit que je m'en foutais, que l'important, c'était la qualité de mes cours et de mon travail. Mais bon, au fur et à mesure, vu que c'est ma blonde qui magasine pour moi, je suis rendu un peu habillé, un peu plus en prof de temps en temps. Ça m'a toujours pué au nez là, de devoir avoir l'air de quelque chose dans une job ou un événement ou dans une soirée. Comme mes filles à Noël qui voulaient aller au réveillon en pyjama, puis là, ma blonde s'obstine pendant 15 minutes pour les mettre belles. C'est pas si grave que ça. Là. Anyway, ma prise de position s'arrête ici. Mais même si je comprends ce point-là de l'auteur, du millionnaire dans le livre, je porte encore mes vieux souliers, puis je me fous pas mal de ce que les autres peuvent penser de mon apparence. Autre leçon, c'est la fin visite les moyens. Donc, il dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont confondre la fin et les moyens quand ils veulent faire fortune. Donc, il ne faut pas gagner de l'argent simplement pour devenir riche. À la base, la plupart des fortunes qui existent en ce moment, il y avait une volonté de procurer au plus grand nombre possible de personnes le meilleur service ou le meilleur produit au meilleur prix. Donc, dans le livre, il donne l'exemple de Bill Gates qui voulait offrir à des millions de personnes un produit informatique accessible qui transformait la vie de ces gens-là en 1997, bien sûr. Enfin, la dernière leçon en rafale du livre, c'est concentration et efficacité. Donc, tous ceux qui réussissent ont une capacité de concentration supérieure aux autres, autant dans l'art que dans le sport, qu'en affaires, etc. Ces gens-là vont être capables d'accomplir, par exemple, en 1 heure ce que d'autres vont faire en 1 journée. Donc, efficacité, c'est le mot-clé. À la fin, il y a un exemple pour montrer que l'homme ordinaire se disperse comparativement à l'homme concentré. Donc, à la fin, le millionnaire offre un défi au personnage principal. Il dit, le premier qui réussit à remplir la cuve d'eau en allant chercher ça dans la bassine à côté, va gagner. Je vais te donner 1 million si tu réussis ça. Je pense à 1 million là, de mémoire, je suis plus sûr. Donc, l'homme, lui, prend un petit verre. Et le personnage principal a une grosse cuve, mais trouée. Et il doit remplir le seau. Donc, au début, il dit, c'est sûr que je suis capable. Donc, il accepte le défi. Et finalement, il se rend compte que quand tu as des trous, quand tu n'es pas concentré dans ce que tu fais, c'est plus difficile. Puis finalement, le millionnaire remporte le défi parce que lui, il met moins de temps, on pourrait dire, avec son petit verre, mais il est plus concentré dans ce qu'il fait. Donc, c'est pas super clair ma métaphore, là, mais bref, concentrez-vous dans ce que vous faites pour être efficace et pouvoir consacrer plus de temps peut-être ailleurs dans ce qui vous rend heureux.
Je suis d'accord avec ça. Là, moi, je fais ma job de façon super efficace de jour la semaine, donc je peux vivre mes passions autour de ma job, donc aller jouer au tennis le matin avant de commencer à travailler, parce que je pense que je fais en 4 heures ce que d'autres peuvent faire en 8 heures. En conclusion, j'ai lu ce livre-là en 2 soirs. C'est un roman très court, ça se lit bien. Par contre, il n'y a pas des leçons choc, je trouve, et il y a d'autres livres qui vont un peu plus loin. Donc, ça pourrait être pertinent pour un jeune que vous connaissez qui s'intéresse à faire de l'argent, mais qui n'aime pas trop ça, lire des livres sur les finances. Donc, c'est un beau mélange entre roman et finances, mais je préfère tout de même Le Barbier riche. Il y a un petit côté spirituel dans le livre aussi qui me rejoignait moins, mais ça, c'est juste moi. Ce que je retiens du livre, le cœur du livre, c'est vraiment d'être passionné par ce qu'on fait et d'entretenir des pensées positives. Il y a tellement de gens autour de vous qui vont essayer soit de vous diminuer, de vous rabaisser, que vous devez être le dernier à le faire. Donc, restez toujours positif envers vous-même. Donnez-vous confiance. Vous êtes la première personne, vous êtes celle qui tient le pinceau dans les mains. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Stéphane Desjardins, écrit en 2019, qui s'intitule « Le courtage en ligne, petit guide pour l'investisseur autonome ». Ce jeudi, c'est la rediffusion de l'épisode 7, un des livres qui m'a marqué, soit Père riche, Père pauvre, écrit par Robert Kiyosaki. Ce jeudi, enfin, je vous présente les résultats des positions 13 à 15 dans mon outil d'analyse pour celles qui ont été effectuées en mars 2024, soit KLA Corporation, donc CLAC, 14 Corset Therapeutics, CORT, et 15 Novo Nordisk, NVO. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.